Bonjour à tous, ça va les caps? Aujourd'hui, nouvelle grosse vidéo actualité sur l'Ukraine-Russie entre Trump qui accuse clairement Zelensky d'être dans la totale plus grosse corruption. De l'autre côté, on a des déclarations de Poutine sur Trump, la première fois qu'on y a accès. Et de l'autre côté, évidemment, De Villepin qui nous donne son avis sur la situation ukrainienne, sur Trump, sur Zelensky. On va regarder tout ça en vidéo. C'est parti, mettez un like. Alors, on commence avec la première actualité. Bien évidemment, on ne va pas commencer par De Villepin. Ce sera vers la fin de la vidéo. Donc, je vous incite évidemment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on a de grosses actualités. On a même une déclaration de Poutine en personne qui nous parle du cas Trump. C'est exclusif. Vraiment, c'est exclusif. Et évidemment, je tenais à remercier tous les abonnés payants, tous les membres qui ont appuyé sur le petit bouton rejoindre juste en bas ici. Voilà, à côté du bouton s'abonner. On est 24 dans le club Kentra. Et à 50, je lance mon gros talk show en direct quotidien ou hebdomadaire. On verra selon les disponibilités. Allez, c'est parti. On commence évidemment avec la première actu. C'est Trump qui nous fait un gros texte où il parle de Zelensky et franchement, c'est pas très gentil. Regardez bien, on a une belle traduction de Tomasowicz. Je te passe le bonjour. C'est un YouTuber qui nous explique la vie en Russie et qui casse tous les mythes qu'on peut avoir sur la Russie du point de vue de l'Occident. Il dit « Qu'est-ce que j'aime Trump ?» Voici le texte intégral de la déclaration sévère de Trump à l'égard de Zelensky. Pensez-y, un comédien au succès modeste, Volodymyr Zelensky, a convaincu les États-Unis d'Amérique de dépenser 350 milliards pour une guerre qui ne pouvait pas être gagnée, qui n'aurait jamais dû commencer, mais que lui, sans les États-Unis et Trump, ne pourra jamais résoudre. Les États-Unis ont dépensé 200 milliards de dollars de plus que l'Europe et l'argent européen est garanti, alors que les États-Unis n'obtiennent rien en retour. Alors déjà, c'est vrai que la grosse question, c'est la question de la corruption. On sait très bien que l'Ukraine, d'ailleurs, avant même le déclenchement de la guerre ukraino-russe, c'était considéré comme un des pays avec le plus de corruption. De toute manière, les pays de l'Est, il y a énormément de corruption, sans parler de toutes les histoires de prostitution, de plaques tournantes de la drogue, etc. Vraiment, je vous incite à regarder beaucoup de reportages sur l'Ukraine et sur les pays de l'Est. Vous allez voir que c'est des pays qui sont vraiment connus pour ça. Pourquoi Joe Biden, endormi, n'a-t-il pas exigé un alignement car cette guerre est bien plus importante pour l'Europe que pour nous? Nous avons un grand et bel océan qui nous sépare. De plus, Zelensky admet que la moitié de l'argent que nous lui avons envoyé est disparu. Et c'est justement, vous allez voir, j'ai un gros article sur ça, on va y revenir après, où justement Zelensky en personne parle de la corruption en Ukraine. Il a fait preuve d'honnêteté, mais vous allez voir que finalement, si on fouille bien, je pense qu'on peut savoir où il est l'argent. Il refuse d'organiser des élections. Sa cote de popularité dans les sondages ukrainiens est très basse et la seule chose qu'il a réussi à faire est de jouer Biden comme d'un violon. On a par ailleurs, dans cette revue d'actualité, c'est pour ça qu'il faut rester jusqu'à la fin de cette vidéo, chers amis, puisqu'on a justement Tomasowicz qui nous relaie les propos de Zelensky à propos des élections. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'élections en Ukraine? Ce n'est pas qu'une question de loi martiale, vous allez le voir juste après, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Pendant ce temps, nous négocions avec succès la fin de la guerre avec la Russie, quelque chose que tout le monde pense que seul Trump et son administration peuvent faire. Biden n'a même pas pensé. L'Europe n'a pas pu apporter la paix et Zelensky veut probablement que le flux financier continue. J'aime l'Ukraine, mais Zelensky a fait un travail terrible. Son pays est détruit et des millions de personnes sont mortes en vain et cela continue. Ça me fait exactement penser à la situation française. On a un type qui s'appelle Macron qui n'est pas diplômé, qui n'a absolument aucune, qui n'a pas la prestance, qui n'a pas les épaules et la carrure d'être un président français et pourtant il est à la tête de la France. Il n'a fait qu'accroître la dette, il n'a fait que nous mettre les pieds dans la boue, il ne fait que mettre sa tête dans le sable pour justement ne pas voir les véritables préoccupations des Français. Il préfère plutôt à la place traîner avec Brigitte dans je ne sais quel pays, aller voir Moody en Inde et inviter des travestis à l'Elysée. Voilà ce que c'est Macron et voilà ce que c'est Zelensky. Voilà ce que c'est les démocraties en Europe, chers amis. Donc ça, c'est le gros texte de Donald Trump. Franchement, là, honnêtement, Trump, il a tout balancé. Alors évidemment, il y a ce fameux « oui, mais Trump, il devait régler la guerre en 24 heures ». Bon, bah certes, mais au moins, vous voyez, il est en train de négocier. Lui, direct, c'est la vision marchande de Trump.
Trump, c'est la vision marchande, c'est vraiment le business avant tout. Il voit que l'Ukraine, ça lui coûte plus cher que ça ne lui rapporte. Voilà, il dit clairement à Zelensky, il est où le fric? Il est où le fric? Pourquoi la guerre continue? Très rationnel, très pragmatique. Franchement, dites-moi votre avis sur Trump vis-à-vis de sa politique envers le conflit ukraino-russe, mais pour moi, je pense que c'est vraiment la plus diplomatique, excusez-moi. Alors, on avait le média en 442, un média que je salue parce que vraiment, ce sont des amis. Alors, effectivement, ils avaient relayé les propos de Zelensky sur la corruption. Zelensky annonce que la moitié de l'aide américaine allouée à l'Ukraine a disparu. L'Ukraine n'a même pas reçu la moitié des 177 milliards de dollars que les États-Unis ont alloués pour soutenir Kiev durant la guerre à grande échelle. C'est ce qu'a dit Zelensky dans une interview chez le podcasteur américain Lex Fridman. S'il veut passer dans mon émission, il est le bienvenu. Ah, arrête, ça va partir. Donc, on a eu la corruption et le lobbying. Alors justement, Zelensky suggère que ce retard pourrait être lié à la corruption. Ah bon? Ah bon? Ou au lobbying de la part des entreprises américaines. Cette déclaration a été faite en réponse à une question de Friedman sur les préoccupations concernant la corruption en Ukraine. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, regardez les chiffres de la corruption en Europe. Les pays où il y a le plus de corruption, c'est tous les pays de l'Est. Et la Russie aussi, attention, il ne faut pas dire non plus que la Russie a les mains propres et que leurs draps sont nickel. Non, non, loin de là, il y a aussi de la corruption en Russie, mais dans tous les pays de l'Est. Je ne sais pas, il faudrait demander à Delavier pourquoi anthropologiquement et historiquement parlant, il y a plus de corruption dans les pays de l'Est que dans les pays de l'Ouest, bien qu'il y en a aussi chez nous. Alors les États-Unis sont devenus le principal soutien de l'Ukraine, ça on le sait. Bien que des voix critiques aient souvent cité les risques de corruption et les dangers du commerce illicite d'armes, les organismes de surveillance américains ont étroitement surveillé cette aide. On a même Asselineau qui nous dit voilà, 177 milliards de perdus, il ne dénonce plus Poutine mais les grandes entreprises américaines qui auraient détourné quelques 88 milliards de dollars d'aide à leur profit. Donc on se rend compte qu'il y a dans cette fameuse corruption, en fait les États-Unis elles-mêmes et les entreprises privées elles-mêmes auraient certainement un rôle clé dans cette fameuse corruption. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs Zelensky, vous allez le voir. Il dit si nous avions 177 milliards de dollars et si nous en recevions la moitié, où est l'autre moitié? Si vous trouvez l'autre moitié, vous trouverez la corruption, a commenté Zelensky. Zelensky, voilà, il est sans langue de bois. Pour le coup, on ne va pas se mentir, vraiment sans langue de bois. Est-ce que c'est de la corruption ou non, ou du lobbying, a demandé le président. Et justement, en fait, c'est ce que disait Zelensky, il disait justement qu'en fait, il a également souligné ce qui est appelé corruption en Ukraine pourrait être qualifié de lobbying ailleurs. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est des entreprises américaines qui ont fourni de l'argent à l'Ukraine. Donc au début, les gens pensent que c'est simplement de l'aide, alors qu'en fait, c'est certainement de l'investissement, donc ce qu'on appelle du lobbying, certainement du lobbying au niveau de l'armement. Maintenant, voilà, je vous laisse encore une fois faire votre avis en commentaire. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à les mettre. J'hésiterai pas à les mettre en avant dans de prochaines vidéos ou à mettre un petit cœur sur votre commentaire, chers amis. Et bien suite à cela, donc, on rebondit parce que cette actualité, c'était celle de janvier où on a appris que Zelensky se plaignait de la corruption. Et donc Trump, il relance l'affaire en disant voilà, Zelensky, tu as détourné de l'argent, mon pote. Tu as détourné de l'argent américain. Donc c'est bien de faire les poches à Biden, mais moi, tu ne me feras pas les poches, je te le dis. Donc là, qu'est-ce qu'il fait Trump? Il nous dit, donc il fait des accusations graves, détournement d'aide et absence d'élection. Donald Trump n'a pas mâché ses mots. Il a affirmé que Volodymyr Zelensky a détourné une partie des fonds américains alloués à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Voilà, il m'a dit la semaine dernière qu'il ne savait pas où était passée la moitié de l'argent qu'on leur a donné. Ah oui, ça c'est bien problématique. Il refuse de tenir des élections et très bas dans les sondages ukrainiens. La seule chose à laquelle il était bon a été de mener Joe Biden à la baguette. Voilà, donc là on voit effectivement, d'après certains, c'est que l'entourage de Trump serait pro-russe, donc évidemment complètement anti-ukrainien. Mais de l'autre côté, est-ce que ce n'est pas une réalité frappante? Est-ce que ce n'est pas une réalité frappante? L'Ukraine qu'on nous vend comme une certaine démocratie qui lutte contre la dictature poutiniste. Et en fait, on apprend que Volodymyr Zelensky, il a annulé les élections. Ok, il y a un conflit, ok, il y a la loi martiale, etc. Mais le conflit, il se passe tout à l'est, dans une petite partie. En dehors de ça, il y a toute une partie de la population qui, elle, continue de vivre. Vous regardez des vidéos de jeunes femmes ukrainiennes dans les rues de certaines grosses villes d'Ukraine, les gens vivent normalement.
Et eux, en fait, ils ont besoin d'être gouvernés. Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Ce n'est pas parce que tu es en guerre à une partie du pays qu'il faut que tu délaisses tout le reste. Et c'est là, justement, Zelensky devrait bien s'entourer. Et évidemment, il n'est entouré que de gens qui s'en mettent plein les poches, en fait. C'est ça la réalité. Et donc, justement, on a Tomasovic qui nous relaie justement une vidéo à propos de cette fameuse non-élection de Zelensky. Regardez ce que ça cache. Zelensky a annoncé que ceux qui souhaitent des élections présidentielles en Ukraine ne soient plus ukrainiens. C'est vraiment ce qu'il a dit lors de la conférence de paix à Munich, où il a annoncé que ceux qui veulent des élections ne soient plus tout simplement ukrainiens. The question is to save Ukraine, our independence, our people, our homes. And if somebody doesn't like, they can choose another citizenship. Après, on nous vend que l'Ukraine est une grande démocratie alors qu'il n'y a pas eu d'élection. Certes, du fait qu'il y a la loi martiale actuellement, ce qui empêche tout simplement des élections présidentielles ou tout autre type d'élection. Zelensky, le poudré de Kiev, doit vraiment comprendre que sa chaise va être très rapidement remplacée si ce n'est pas tout simplement lui qui sera remplacé. Par ses alliés, bien entendu. D'ailleurs, pour les Russes, ils ont tout intérêt que Zelensky continue, au contraire, parce que Zelensky est tout simplement devenu l'ombre de lui-même. Donc quand on vous dit que Zelensky est un grand démocrate, partagez cette vidéo. Voilà, donc franchement, et moi ça me rappelle mon micro-trottoir, vous savez que j'avais fait sur l'Ukraine-Russie, où j'étais allé demander en personne aux Perpignanais, justement, j'avais parlé un petit peu de l'Ukraine-Russie, la plupart disaient oui mais Zelensky c'est le gentil, etc. Et je leur disais oui c'est le gentil, mais est-ce que vous savez qu'il a annulé ses élections? Les gens n'étaient même pas au courant. Les gens n'étaient même pas au courant qu'il y avait des élections ukrainiennes et que Zelensky les a complètement désamorcées vis-à-vis du conflit. Alors la plupart des gens disaient oui mais c'est à cause du conflit, nanana. Oui mais c'est parce que fait Poutine alors. Donc Poutine en fait c'est le méchant parce que il y a des élections dans son pays et donc il est élu depuis des années en fait. Donc les gens disent oui mais non c'est du trucage. En fait Poutine il tue ses opposants, d'accord. Et donc en fait la Russie qui fait des élections démocratique et en plus Poutine est réélu à chaque fois, ok, il peut y avoir, on peut s'imaginer certaines choses, mais pour l'instant elles sont là, les élections. Guerre ou pas guerre, c'est-à-dire que la Russie elle est face au monde, elle est dos au monde depuis un quart de siècle et en fait il y a quand même des élections, tu vois. Poutine fait quand même semblant de faire régner une démocratie à sa façon, mais une démocratie. Alors que de l'autre côté, on a Zelensky qui lui en fait est vendu comme la démocratie justement de l'Europe, la démocratie ukrainienne, et en fait, il annule les élections. Quand même étrange. D'ailleurs, je suis désolé s'il y a le reflet de ma lumière dans les lunettes. Bon, bah écoutez, hein, ça arrive. J'essaierai de voir pour baisser la luminosité la prochaine fois. Bon, j'espère que ça ne vous dérange pas. De toute façon, l'important, c'est l'actualité, c'est pas ma tronche. Alors pareil, on a juste après évidemment on va parler de Villepin, je vous rassure là, je vois vous commencez à vous exciter. Ouais je sais c'est une vidéo, non mais c'est pas du live mais je vous vois quand même vous exciter derrière votre écran. On va parler juste avant ça justement de le fils Kennedy, enfin le petit-fils Kennedy, enfin le descendant des Kennedy, voilà je m'exprime mieux. Le descendant des Kennedy qui nous révèle la vérité sur la guerre en Ukraine. Il dit qu'en avril 2022, Joe Biden a envoyé Boris Johnson en Ukraine pour forcer le président Zelensky à déchirer un accord de paix que lui et les Russes avaient déjà signé en avril 2022. Rendez-vous compte, cet accord de paix aurait apporté la paix dans la région. Voilà, c'est globalement ce qu'il raconte, le Kennedy Jr. Donc ça, c'est juste un truc de dingue. C'est juste un truc de dingue. Qu'est-ce qu'est allé foutre Boris Johnson? Qu'est-ce qu'est allé foutre Boris Johnson? Pourquoi? Tout simplement. Là, on n'en sait pas plus. J'avoue, j'essaierai de creuser le dossier la prochaine fois pour essayer d'en avoir plus. Parce que franchement, que fout Boris Johnson dans ce… Pourquoi a-t-il mis autant de pression sur Zelensky? Est-ce qu'il sait des choses? Vous savez, souvent, quand on force quelqu'un à faire quelque chose contre son gré, c'est qu'on a les moyens, c'est qu'on a un moyen de pression sur lui. Donc, est-ce que Boris Johnson aurait des moyens de pression sur Zelensky? C'est la bonne question. On a aussi cette fameuse vidéo, et juste après, on passe à De Villepin, je vous rassure. On a cette fameuse vidéo de Julien Rochdy qui nous parle du conflit ukraino-russe. Il veut se la jouer un petit peu, vous savez, il est un petit peu dans l'ultra-crépidarianisme, c'est-à-dire qu'il veut parler de tout, mais en fait, il ne sait rien. Voilà, il veut parler de tout, mais il ne sait rien. Ce qui fait qu'en fait, il passe juste pour un inculte et complètement non diplomate. Il y a des gens diplomates, ça s'appelle Donald Trump, tu vois. Voilà. Donald Trump, c'est un diplomate libéral, capitaliste, mais au moins éclairé. C'est un capitaliste éclairé. Rushdie, il veut se la jouer, je sais pas, il veut se la jouer grand philosophe, mais ça ne marche pas. C'est pas pour être méchant avec lui, encore une fois, vous savez, hein, moi je suis… on est dans une ligne très bouddhiste, hein, très ouverte d'esprit, mais là, je dis, c'est pas pour toi, lâche ça.
Donc qu'est-ce qu'on fait ? On signe la paix immédiatement, sachant que ça ne réglerait peut-être pas grand-chose et ça pourrait répéter dans quelques années. Ou est-ce qu'on maintient la guerre de sorte à espérer que la Russie s'épuise tellement que peut-être Poutine puisse décéder et laisser le pouvoir à d'autres Russes qui seraient plus raisonnables et qui préféreraient faire du business avec l'Occident plutôt que de menacer l'Europe de l'Est. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, donc ça c'est Rushdie. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça, déjà de 1. Et en plus, alors oui, effectivement, c'est marrant parce qu'il dit que la Russie devrait s'ouvrir un petit peu au commerce international, etc. Mais c'est qui a fait des sanctions envers la Russie? Déjà, même c'est qui a promu le fait de mettre des sanctions contre un pays? C'est l'Union européenne, c'est l'Occident, c'est pas la Russie. La Russie se porte très bien aujourd'hui. Qui c'est qui souffre le plus aujourd'hui des relations commerciales et justement de ces fameuses sanctions? C'est nous-mêmes en réalité, c'est nous-mêmes. Et encore, Poutine est gentil, il nous laisse encore prendre quelques ressources dans son pays parce qu'on en a besoin. Mais rendez-vous compte, si on avait accès à aucune des ressources de la Russie, qui c'est qui va craindre le plus? Je vous rappelle quand même que la Russie, tout le nord de la Russie n'est pas encore exploitable parce qu'il fait bien trop froid là-bas. Donc imaginez-vous qu'avec le réchauffement climatique, toute cette partie-là qui est considérée comme une ère un petit peu littéralement glaciale, ensuite elle va pouvoir être exploitable. Pareil pour les États-Unis qui ont une partie de leur pays et pareil pour le Canada qui a une partie de leur pays complètement inexploitable parce qu'il fait encore trop froid là-bas, de manière climatique. Pareil avec le réchauffement et avec le temps qui passe et avec évidemment certainement les outils qui vont permettre de pouvoir exploiter ça malgré les températures extrêmes, ils vont pouvoir continuer à avoir de nouvelles ressources. Et pendant ce temps, qui c'est qui va craindre? Qui c'est qui va être dans la mouise? C'est l'Europe. Voilà. Aujourd'hui, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est nous qui avons décidé de retirer toutes les grosses sociétés et toutes les grosses entreprises de la Russie. C'est pas la Russie qui en a décidé. La Russie, vous savez, justement, ils ont fait ce que tous les pays rêvent, ils ont russisé justement toutes ces entreprises-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut suivre Tomasovic parce que justement, lui, il le montre très bien. Il montre, et pas que lui, que par exemple, les McDo en Russie, McDonald's s'est barré en fait de la Russie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les Russes? Ils ont trouvé des franchisés et ils ont russisé McDonald's. Ils ont changé le nom, ils ont mis un nom russe, ils reprennent les mêmes recettes, ils reprennent les mêmes choses. Voilà, ils ont fait leur fast-food russe. Et c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse en France. Dégagez-moi Uber Eats, dégagez-moi Deliveroo, dégagez-moi McDonald's, dégagez-moi tout ça et francisons toutes ces grosses marques américaines. Libérons-nous justement de l'hégémonie américaine. C'est le meilleur moyen de s'en sortir et de retrouver une véritable souveraineté. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, un mec comme Rushdie, il ne parle pas de ce genre de choses. Lui qui se fait passer pour un patriote nationaliste ne parle pas de ce genre de choses. Il ne parle pas de véritable souveraineté ou de quitter l'Union européenne. Voilà. Non. Mais aujourd'hui, on peut s'en prendre qu'à nous. Allez, on passe enfin à le moment pour lequel vous avez cliqué sur cette vidéo certainement, c'est De Villepin. Moi, De Villepin, je kiffe. Je kiffe. Voilà, je vous le dis, j'ai écouté son interview entière chez Hugo Décrypte hier et franchement, De Villepin, génial. Il a encore une position assez gaulliste, très très diplomate. C'est pas pour rien qu'il a été ministre des Affaires étrangères et Premier ministre. Il a une éloquence, il a une classe, pas de casserole. Dites-moi si vous en savez plus un peu sur le personnage parce que je suis peut-être un petit peu naïf sur ça. Mais voilà, donc là, je vais relayer justement ce qu'il a dit sur l'Ukraine-Russie parce que c'est dans le thème de la vidéo. Mais je pense que refaire d'autres vidéos sur lui parce que c'est un personnage vraiment très très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et d'ailleurs pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, chers amis. Très important. Eh oui. Voilà. Allez, c'est parti. Sur la question de l'Ukraine, je voudrais qu'on en parle quand même rapidement parce que c'est forcément un point important. Donald Trump, on revient à lui lors de sa campagne, avait promis de régler la guerre en 24 heures. Alors son équipe a admis depuis que ce serait visiblement un petit peu plus long. C'est pas très surprenant. Alors les États-Unis, on en a parlé nous dans nos formats, ont prévu de présenter bientôt un plan qu'ils présentent comme un plan pour la paix. On en revient à la question du rôle de la France et de l'Union européenne dans ce cadre-là. On sait que l'Ukraine dépend massivement de l'aide des pays occidentaux, en premier lieu des États-Unis d'un point de vue financier et militaire. Est-ce que là aussi la France et l'Union européenne peut avoir son mot à dire dans ce cadre-là, lorsque l'on sait que si demain les États-Unis disent nous on n'aide plus l'Ukraine, on ne finance plus l'Ukraine, on a du mal à imaginer l'Union européenne pallier, on va dire, ce déficit du côté américain. Oui, et en même temps, on ne peut pas faire sans l'Europe. La question, par exemple, puisqu'il y a deux grandes questions, deux grandes corbeilles de négociation. La première, c'est la question des territoires. La Russie veut 20-22% des territoires, les 4 provinces. Donc cette première question des territoires et le corollaire de la question des territoires, en échange, éventuellement, s'il fallait imaginer que ces territoires puissent, dans le cadre d'un traité de paix,
première option, être concédée, quelles seraient les garanties que recevrait l'Ukraine? En matière de protection. Alors que nous savons que les États-Unis ne sont pas prêts aujourd'hui, et certains Européens ne sont pas prêts à considérer l'adhésion à l'OTAN. Donc, dans les garanties qui peuvent être apportées, quels sont les États qui sont les mieux placés pour apporter ces garanties? Dès lors que la question de l'intégration à l'OTAN n'est pas sur la table, par définition, c'est une garantie qu'apporteraient les pays de l'Union européenne. Donc, vous voyez bien, on est incontournable dans le règlement lui-même. Donc, le fait d'imaginer, ce qui est intéressant, c'est que cela a été imaginé, et cela est imaginé par l'administration Trump, de ne pas avoir l'Europe à la table de négociation, à quelque chose de très farfelu. D'autant plus que, à l'heure de la reconstruction, parce qu'il y a bien un moment, quand on a tout détruit, il faut bien se préoccuper de savoir qui reconstruit et avec quel argent. Nous savons tous que c'est au premier chef, puisque Donald Trump a posé comme règle de base de sa politique de ne pas payer pour les autres. Et même de ponctionner les autres autant qu'elle le peut, parce que quand il s'agit d'élever nos dépenses à 5%, bien évidemment, une des conditions qui va avec, c'est d'acheter le plus possible d'armement américain. Donc nous voyons bien, l'Europe est incontournable. La France est dans une position elle-même singulière et particulièrement décisive. Nous sommes dans l'Union européenne, le seul pays qui dispose de la force de dissuasion et d'un siège au Conseil de sécurité. Mais nous disposons de la force de dissuasion. Donc nous avons la capacité, par exemple avec les Britanniques, qui ont eux également, même si elle est largement dépendante des États-Unis, une force de dissuasion, nous avons la possibilité d'un effet de levier. Ça veut dire que sur le plan des stratégies, sur le plan des réflexions, sur ce que pourrait faire une éventuelle force de dissuasion stratégique européenne, il y a peut-être un certain nombre d'éléments qui peuvent être imaginés. Ça, c'est la perspective d'un traité de paix. Nous voyons que cette perspective d'un traité de paix, elle est difficile et peut-être malheureusement lointaine. Pourquoi? Demander à l'Ukraine aujourd'hui, État souverain, indépendant, de concéder plus de 20% de son territoire. Reportez-vous à la situation de la France après 1870. Demandez à la France d'accepter que l'Alsace et la Lorraine restent définitivement allemandes. Ça vous paraît quelque chose de réaliste? Quand on relit Alphonse Daudet, quand on relit tout Maurice Barrès, on voit bien à quel point la dimension sacrée des territoires, des provinces perdues, ne cesse de grandir et de grossir. Donc, mais finalement, pourquoi? Finalement, pourquoi? Vous voyez? Est-ce qu'aujourd'hui, avoir récupéré l'Alsace et la Lorraine, est-ce que ça fait de nous aujourd'hui un État plus puissant que l'Allemagne? Je ne suis pas sûr. Regardez, aujourd'hui, maintenant, on se tient main dans la main. Aujourd'hui, on a créé l'Union européenne. Alors qu'il y a encore 2 siècles, on se faisait la guerre. C'est pour ça qu'en fait, les conflits, c'est toujours à un moment donné. Aujourd'hui, si l'Allemagne voulait récupérer l'Alsace-Lorraine, ça n'aurait plus aucun sens. Ça n'aurait plus aucun sens parce que l'Europe, il n'y a plus rien à prendre en Europe. Il n'y a plus rien. Les pays européens ne se font plus la guerre parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Vous savez, ça me fait penser justement au dernier livre d'Alain Soral. Dans Plus qu'on tu meurs, il parle justement de ça. Il parle de la récupération des territoires. Et c'est passionnant parce que d'un côté, on se dit qu'à un moment donné, en fait, on voudrait récupérer des territoires exactement avec Israël-Palestine. C'est pareil. Ça a un contexte. Du côté de Netanyahou, c'est plus une volonté messianique, politique, je dirais même religieuse. Du côté de la Russie, c'est plus d'un côté stratégique, politique, pour ne pas avoir justement l'OTAN à sa frontière, pour éviter justement d'être sous contrôle otanesque. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais bon, otanien si vous voulez. Et on se rend compte que ça se trouve dans un siècle ou deux, il n'y aura plus rien. Et finalement, des gens seront morts pour rien. Des gens seront morts pour rien. Aujourd'hui, rendez-vous compte, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'étais allé pareil, j'étais allé à Verdun. C'est magnifique, hein, mais c'est vrai que quand on va sur les espèces de champs sur lesquels il y a eu l'horreur, bah finalement, aujourd'hui, il y a de l'herbe. Il y a de l'herbe, la nature a repris son droit. Et c'est triste de dire que, putain, il y a une centaine d'années, bah, il y a des gens qui se faisaient conflit, qui se faisaient violence contre d'autres. Et c'est difficile à s'imaginer, quoi. Parce qu'on se dit, en fait, là, bah, il y a de l'herbe, il y a le soleil, il fait beau. Et c'est ça, moi, voilà, c'était la petite digression de la vidéo, hein, comme vous le savez, mais c'est vrai que les questions des guerres, aujourd'hui, éthiquement parlant, c'est complètement non éthique. Et c'est toujours, derrière, il y a toujours un but. Et ce but-là, il altère toujours, en fait, il s'associe toujours à un moment donné, à un moment clé et à une volonté propre. Et cette volonté propre, ça se trouve, dans 10 ans, ne sera plus la même que celle dans 20 ans ou que celle d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, voilà, comme je vous l'ai dit, la Russie veut reprendre une partie de l'Ukraine parce qu'il y a une population russophone, parce qu'il y a des territoires qui intéressent énormément Poutine, notamment sur le fait que, bon, bah, peut-être au niveau des ports maritimes, c'est très intéressant, notamment au sud de l'Ukraine, c'est intéressant pour le commerce naval. Toujours des questions comme ça, et finalement, c'est une question économique, stratégique. C'est toujours ça, les guerres. Toujours derrière les guerres, en fait, ce que vraiment je tiens à vous dire, c'est que derrière les guerres, ne pensez pas simplement que c'est des gens qui se font la guerre. Ce n'est pas simplement des gens par ego. Non, non. C'est que derrière, il y a
il y a une stratégie, il y a une économie de marché, il y a une question énergétique, c'est très 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 important. Tout comme Israël. On en parlera d'ailleurs plus précisément, j'essaierai de réinviter Youssef Indy, un de ces quatre, ou même de faire un gros sujet sur Israël, de parler de pourquoi finalement la question palestinienne est-elle si importante énergétiquement et stratégiquement parlant. Allez, c'est parti. Donc, le scénario le plus probable n'est pas celui d'un traité de paix, c'est celui d'un accord de cessez-le-feu, peut-être d'un armistice, le scénario coréen, entre les deux Corées. C'est-à-dire qu'on gèle la situation. Et qu'à partir de là, on ne dit pas quel sera définitivement à l'avenir le statut de ces territoires, on gèle, on met entre parenthèses cette situation, mais par contre, ça n'enlève rien à la nécessité de trouver des garanties pour que la guerre ne recommence pas dans 6 mois, dans 1 an. Et ça pose la question de quel type de force. Est-ce que c'est une force d'interposition européenne? Est-ce que c'est une force d'interposition internationale dans le cadre des Nations Unies? Là, il y a une réflexion, il y a des modules à imaginer. Et en même temps, on voit que du côté du président ukrainien, j'avais eu l'occasion de l'interviewer il y a à peu près 1 an, dans une période où il y avait ces discussions côté américain sur le prolongement ou non de certains paquets et certaines aides financières et militaires. On sentait évidemment son opposition, sa colère vis-à-vis de la position des Républicains et donc notamment de Donald Trump qui s'opposait à tout financement supplémentaire. Et on voit depuis l'élection de Donald Trump que Volodymyr Zelensky adopte tout de même un discours différent. Je pense qu'il est conscient qu'il a besoin des États-Unis aujourd'hui, qu'il a intérêt à avoir Donald Trump tout de même à ses côtés. Et on sent un changement de discours de la même façon d'ailleurs que on observe tout de même beaucoup d'Ukrainiens, et New Yorker notamment faisait une longue enquête à ce sujet récemment. En fait, une forme de frustration de la part des Ukrainiens qui se disent à la fois Joe Biden nous aidait beaucoup, mais pas suffisamment pour qu'on remporte finalement la guerre face à la Russie. Et on a Trump de l'autre côté qui, en fait, a une dimension quasiment aléatoire, on va dire, ou qui peut être une forme de coup de poker qui peut tomber du bon côté ou du mauvais côté selon ce qui va se dérouler. Tout à fait, c'est curieux à observer, et c'est pour ça qu'il ne faut pas être manichéen. Il y a sans doute, on le verra à l'épreuve des faits, un bon usage de cette nouvelle administration Trump. Tout n'est pas à rejeter. Et en l'occurrence, sur l'Ukraine, c'est vrai que cette politique du choc et de la sidération, elle fait bouger les lignes. Elle oblige, en quelque sorte, elle force la possibilité d'une négociation. À voir quelle sera la stratégie de Vladimir Poutine, qui n'est pas non plus, ne surévaluons pas la position de Vladimir Poutine. Certes, il a renforcé ses positions dans le Donbass, se rapproche de Potrovsk, dans la région de Koursk, il a repris une partie du terrain qu'il avait perdu et qui avait été saisi par les Ukrainiens, mais l'économie russe reste extrêmement fragile et un certain nombre d'analystes et d'experts considèrent qu'à partir de 2026, les choses pourraient devenir beaucoup plus compliquées pour lui. Il y a des chiffres de croissance qui sont intéressants, mais qui, quand on va dans le détail, sont concentrés sur la dimension militaire aujourd'hui. Absolument. Il a eu dans son administration, et je pense en particulier à la gouverneure de la Banque centrale, des gens qui ont fait un travail assez étonnant. On ne s'attendait pas à ce que l'économie russe résiste si bien, mais elle reste fragile. Donc, quel sera le calcul dans la durée? Ce qui est certain, c'est que, vous avez raison, Volodymyr Zelensky a changé son positionnement. Et aujourd'hui, il veut afficher une volonté de négociation, et il intègre y compris les paramètres de deal nécessaires avec Donald Trump, en imaginant que les terres rares, qui sont d'ailleurs dans le Donbass, donc dans des terres qui pourraient revenir à la Russie, pourraient être données à ceux qui apporteraient l'aide, et donc aux Américains, l'aide la plus importante. Donc, nous voyons bien que les choses bougent, les lignes bougent, et c'est là où la politique, la diplomatie doit être constructive. Il faut à la fois maintenir la pression sur Vladimir Poutine, et en même temps faire en sorte que les paramètres de la négociation puissent être précisés en prenant en compte le fait qu'il y a, pour la société ukrainienne, un double enjeu fondamental, celui de sa souveraineté. Mais au-delà de ça, c'est surtout préserver le peuple européen. Rojdi qui nous parle justement du peuple européen constamment, lui il est très identitaire, même il parle de blanc. Excuse-moi, mais dire qu'il faut continuer la guerre jusqu'à ce que Poutine s'essouffle, c'est continuer d'envoyer au casse-pipe des millions de blancs, des millions d'Ukrainiens. Ukrainiens qui sont très certainement russophones d'ailleurs, parce que la majeure partie du peuple ukrainien est russophone. Donc finalement, t'envoies les mêmes en fait se foutre sur la gueule. Tout comme en 14-18, tout comme en 39-45, je vais rappeler la phrase de Céline, ce sont les mêmes et toujours les mêmes qui nous envoient derrière les mitrailleuses. Enfin, il dit précisément, on abaume Saladin en bloc, ce sont les mêmes, toujours les mêmes qui nous envoient derrière les mitrailleuses. Alors lui, il dit autre chose que ce sont les mêmes, mais c'est un mot qu'on ne peut pas dire sur Internet. Sinon, demain matin, t'as Gilbert, en fait, il vient et il t'arrête, direct. Même pas d'explication, prépare-lui le café. Tu prépares le café à 22h, comme ça demain matin il est déjà là. Et c'est vrai, tous les mecs de droite qui aujourd'hui sont pro-Ukraine ou qui sont anti-Poutine parce que Poutine, ceci, cela, je suis désolé, mais bon, pour l'instant, regardez qui pousse à la guerre. Qui pousse aujourd'hui les peuples européens à la guerre? C'est vrai. Eh oui. Pour revenir à ce que je disais avec Alain Soral, sur son extrait Plus contumeur, dans son livre Plus contumeur, il dit justement, il parle un moment de l'Europe, et il dit justement qu'à l'époque où l'Europe était censée être tout ce que nous vend la droite, tu sais, de l'Europe qui est... l'Europe devrait se souder, tous les grands peuples européens, regardez à l'époque, au Moyen-Âge, le lourd Moyen-Âge avec les gros rois et tout, finalement c'est l'époque où l'Europe justement, tous les pays européens se faisaient la guerre. Tous les pays européens se faisaient la guerre. Regardez même les fils de Napoléon qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les empires. C'est pour ça aujourd'hui que la France est scalée, c'est un petit hexagonal. Pitoyable, c'est un pays que j'adore, magnifique, avec une grande richesse, heureusement une grande richesse régionale, une grande diversité régionale, mais on aurait pu avoir bien plus grand si les fils de Napoléon n'avaient pas, les fils,
excusez-moi, je me suis mal exprimé, les héritiers de l'Empire, parce qu'il a mis différentes personnes, il n'a pas mis ses fils, mais il a mis des personnes de sa famille à chaque tête, et en final, encore une fois, par ego et complètement par démence, ils n'ont pas réussi à garder l'Empire. Voilà, ils n'ont pas réussi à garder ce grand empire qu'il avait conquis. Et c'est pareil avec plein d'autres rois qui ont mis certaines personnes à la tête de certaines monarchies. Ça n'a pas marché parce que voilà. Donc on se rend compte que l'époque que nous vendent les droitards, justement cette époque-là, fièrement, en nous disant que c'était la lourde Europe, la lourde population blanche. Bah ouais, mais en fait, ils se mettaient sur la gueule. Ils n'arrivaient pas à tenir un empire plusieurs années parce que sinon, c'était la merde. Enfin voilà, c'est ça. Et n'oubliez pas que Napoléon, il a quand même envoyé 3 millions de Français de souche dans ces batailles napoléoniennes, qui pour la plupart sont des batailles de défense. Regardez qui finançait les guerres napoléoniennes. Bah voilà, regardez qui finançait les guerres napoléoniennes, regardez qui a été envoyé au casse-pipe. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est les blancs lourds, les blancs féroces, les blancs virils, tout ça. Bah, eux, ils ont tous été tués en 1800 en fait. Voilà la réalité des choses. Voilà la réalité. Ils ont tous été envoyés au casse-pipe. Et je ne ferai que répéter la phrase de Céline. Voilà, on a beau me salader en bloc, ce sont toujours les mêmes qui nous poussent derrière les mitrailleuses. Bon, à l'époque, ce n'était pas les mitrailleuses, hein, c'était les fourches. Mais bon. Voilà, donc c'était la petite vidéo du jour sur De Villepin et sur le conflit ukraino-russe. On m'a demandé, d'ailleurs, c'est les membres payants de mon club, le club Kentra, qui m'ont demandé « Ah, fais une vidéo Ukraine-Russie ». Bon, bah voilà, petite vidéo Ukraine-Russie. Hein. D'ailleurs, parlant de mon club, n'hésitez pas à le rejoindre. J'ai créé un forum, il y a des vidéos exclusives qui sortent, il y a des extraits d'interviews, notamment celle avec Alexandra Bazinville, il y a des bonus avec Alain Soral, avec Youssef Indy, etc., etc. Donc, tous ceux qui veulent du contenu bonus et soutenir surtout la liberté d'expression, le fait de pouvoir créer ce média, une sorte de média alternatif sur YouTube et de plus dépendre des gros médias à la télé, moi j'essaye de vous donner les outils pour pouvoir penser, je vous donne les pièces du puzzle. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent rejoindre, c'est le bouton rejoindre en bas de cette vidéo à côté de s'abonner. Voilà, c'est 4,99 par mois. Et à 50 membres, je lance mon gros talk show en direct tous les soirs ou de manière hebdomadaire. Ça va être une régalade les amis, une régalade. Voilà, donc abonnez-vous, mettez un like et puis on se donne rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et à mort sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.